Le professeur se moque du jeune garçon noir pour sa vieille guitare, mais est choqué quand il s'empare de la scène. Abonnez-vous maintenant pour vivre ce voyage d'histoire vraie de dépassement, de foi et de nouveaux départs. Les couloirs du lycée de la colline ne sentaient pas seulement le désinfectant et la cire, ils exhalaient un parfum plus subtil, mais tout aussi pénétrant, celui de la réussite fabriquée. Là, l'éclat du talent n'était pas mesuré par la passion ou l'habileté, mais par le brillant des instruments chers et la coupe impeccable des vêtements de marque. C'était une scène où l'authenticité était souvent éclipsée par le spectacle. Maxence, un garçon aux épaules légèrement voûtées et aux yeux qui semblaient porter le poids de secrets anciens, se mouvait dans ce décor avec la discrétion du nombre. Son sac à dos, usé et délavé, pendait d'une épaule, et de là émergeait le manche de sa plus fidèle compagne, une guitare. Ce n'était pas un instrument neuf, ni poli. Ses marques, ses rayures et son vernis écaillé racontaient des histoires d'innombrables heures de dévouement, de mélodies murmurées dans la solitude de sa chambre, de rêves tissés en silence. Pour les autres, c'était juste une relique, un morceau de vieux bois. Pour Maxence, c'était un portail, le seul pont entre son monde intérieur et la cacophonie de l'extérieur. Il essayait de se faire le plus petit possible, de se fondre dans les murs, d'éviter les regards qui semblaient le peser comme des encres. Dans cet environnement, Maxence savait qu'il était invisible, une tache dans le paysage vibrant et coloré du lycée de la colline. Mais, parfois, c'est précisément ce qui est méprisé qui recèle la force la plus impressionnante. Et Maxence, avec sa vieille guitare, était sur le point de le prouver. Le Festival des Talents était l'événement le plus attendu de l'année. Pour la plupart des élèves, c'était une vitrine, une chance d'exposer ce qu'ils avaient de mieux ou ce que leurs parents pouvaient acheter de plus cher. Pour Maxence, c'était la seule fonte de lumière, la possibilité de montrer qu'il existait, que sa musique avait une voix. Le gymnase, où se déroulait la première répétition, était un chaos organisé. Des chaises empilées sur les côtés formaient des montagnes informes, des câbles serpentaient sur le sol comme des veines exposées, et l'air vibrait au son désaccordé des instruments en train de s'échauffer. Au centre de tout, tel un chef d'orchestre déchaîné, se trouvait Monsieur Mercier. Impeccablement vêtu de son costume bleu marine, avec des chaussures qui brillaient autant que son ego, il arpentait la pièce, son regard critique balayant l'environnement, évaluant chaque élève avec un air qui semblait transpercer la peau et juger l'âme. Maxence ajusta la sangle usée de sa guitare sur son épaule et se dirigea vers le groupe qui attendait le début de la répétition. Des guitares chères, des claviers flambant neufs, des batteries numériques, tout était étincelant, tout était neuf, tout ce qu'il n'avait pas. À chaque pas, le contraste entre sa vieille guitare et les instruments environnants devenait plus frappant, un rappel silencieux de sa position. Lorsque Monsieur Mercier remarqua la présence de Maxence, ses yeux se plissèrent, comme s'il regardait une tache indésirable sur un sol poli. « Et vous » demanda le professeur, sa voix glaciale coupant le brouhaha. « Maxence Carter, monsieur. »« Je suis venu pour la répétition, » répondit Maxence, essayant d'insuffler de la confiance dans sa voix, mais la sentant flancher. Mercier abaissa le regard vers la guitare de Maxence. Le vernis écaillé, le bois usé par le temps, les cordes qui semblaient avoir vu plus d'hiver que d'été. Un sourire tordu, presque une grimace, naquit sur ses lèvres fines. « Vous êtes venu répéter ou déposer cette antiquité au musée » lança-t-il, et une vague de rire retenu balaya le groupe d'élèves autour de lui. Le visage de Maxence s'enflamma. Il sentit la chaleur monter dans son cou, l'humiliation lui serrait la gorge. Mais il garda la tête haute. Il ne leur donnerait pas le plaisir de le voir s'effondrer si tôt. « Je suis venu jouer, monsieur », sa voix, bien que basse, portait une pointe de défi. Mercier laissa échapper un soupir théâtral, un son de dédain qui résonna dans le gymnase. « Très bien. Prenez votre place là-bas dans le coin. On va voir ce que vous pouvez faire. » Le « coin » était un euphémisme. C'était un espace éloigné du centre, presque hors de la scène improvisée, un endroit où la lumière atteignait à peine et où la musique semblait se dissiper avant même d'être entendue. Tandis que Maxence marchait, ajustant sa guitare, il entendit les chuchotements, les rires étouffés. « Regarde l'état de ce truc, il doit même pas savoir accorder. Il croit que c'est un spectacle de charité ?» Il ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Ce n'était pas la première fois qu'il affrontait cela, mais malgré tout, ça faisait mal. La douleur de l'exclusion, du jugement basé sur l'apparence, était une vieille blessure qui ne cicatrisait jamais complètement. La répétition commença. Monsieur Mercier distribua les partitions, les répartissant entre les élèves avec des gestes précis. Lorsque Maxence tendit la main pour prendre la sienne, le professeur l'ignora simplement,
passant au suivant, comme si Maxence était invisible, un fantôme au milieu de la pièce. Maxence resta là, la main en l'air, pendant un instant embarrassant, sentant les regards curieux et les sourires malicieux. Il baissa lentement la main et se rassit, résigné, mais non vaincu. Improviser avec ce qu'il entendait. Maxence avait un talent pour cela. Apprendre à l'oreille était quelque chose qu'il avait développé depuis tout petit, en écoutant les vieux disques vinyles de son grand-père les chaudes après-midi d'été. Tandis que tous jouaient de manière figée, suivant rigidement la partition, Maxence laissait ses doigts explorer les cordes, sentant la musique au lieu de la lire. Sa mélodie était organique, pleine d'âme, un contraste frappant avec la perfection mécanique des autres. Mais pour Monsieur Mercier, le talent sans pédigré n'avait aucune valeur. Monsieur Carter, l'aplatit-il pendant une pause, sa voix tranchante. Nous ne sommes pas ici pour des improvisations de rue. La musique, c'est de la discipline, de la technique, pas des expressions incontrôlées. Maxence baissa la tête, retenant la colère qui bouillonnait dans sa poitrine. De l'autre côté du gymnase, Corentin, un élève discret qui jouait du clavier, observait tout en silence, fronçant les sourcils. La répétition continua, mais le sentiment d'exclusion était suffocant, un lourd manteau qui l'enveloppait. Quand ce fut terminé, Monsieur Mercier réunit tout le monde pour un bref discours. N'oubliez pas, le festival représente le nom de l'école. Nous voulons du talent, mais nous voulons aussi de l'image, du professionnalisme. Certains ici, et il lança un regard direct à Maxence, un regard perçant, doivent comprendre que l'effort ne suffit pas sans qualité. Maxence serra les mains jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. À ce moment-là, il réalisa que, pour Monsieur Mercier, sa présence ne serait jamais suffisante. L'apparence de la guitare, ses vêtements simples, sa peau tout semblait être utilisé comme motif pour le discréditer. Mais Maxence comprit aussi autre chose, quelque chose qui alluma une petite flamme dans sa poitrine. S'il voulait changer cette histoire, il devrait trouver un autre chemin. Un chemin qui ne passait pas par l'approbation de cet homme. Il quitta le gymnase sans dire un mot, sentant le poids de l'humiliation sur ses épaules, mais avec cette flamme commençant à brûler en lui. Une petite flamme qui très bientôt se transformerait en un incendie que personne ne pourrait éteindre. Et il n'était pas aussi seul qu'il l'imaginait. Le ciel commençait déjà à se teinter de nuances violettes et grises lorsque Maxence rentra chez lui ce jour-là, l'air de l'après-midi chargé de l'odeur de la terre mouillée et de la promesse d'une nuit froide. Il traversa le petit jardin, où les mauvaises herbes disputaient l'espace avec quelques fleurs tenaces, et poussa la porte en bois grinçante avec son épaule, un son qui semblait faire écho à la plainte de son âme. Il tenta de faire du bruit, une vaine tentative de dissimuler le tourbillon qui le consumait, mais il savait qu'il serait impossible de cacher son état d'esprit à grand-mère Colette. Assise dans le vieux fauteuil du salon, un trône de tissu délavé qui semblait absorber toutes les histoires de la maison, grand-mère Colette lisait un livre, ses lunettes posées sur le bout de son nez. Elle n'eut pas besoin de lever la tête pour percevoir l'arrivée de son petit-fils. Elle sentit, comme elle le sentait toujours, le changement d'atmosphère, l'énergie lourde qui l'accompagnait. « Comment s'est passée la répétition, mon petit ?» demanda-t-elle, sa voix rauque comme des feuilles sèches, une voix qui avait déjà porté bien plus que ce qu'elle aurait dû au cours de sa vie. Maxence essaya de forcer un sourire, un geste mécanique qui n'atteignit pas ses yeux. La fatigue et la frustration pesaient sur ses épaules comme un manteau mouillé, le tirant vers le bas. « Ça a été, » répondit-il, laissant tomber son sac à dos dans un coin et appuyant sa guitare contre le mur, comme si l'instrument était lui aussi épuisé. Grand-mère Colette soupira profondément et ferma le livre, marquant la page d'un doigt ridé. Elle connaissait bien ce ton, cette mélodie d'évasion. C'était le son d'un cœur blessé, essayant désespérément de ne pas s'effondrer. « Viens ici », appela-t-elle, et Maxence s'approcha, traînant les pieds, chaque pas étant un fardeau. Il s'assit sur le tapis usé devant sa grand-mère, baissant la tête, honteux, comme si l'humiliation qu'il avait ressentie était visible sur sa peau. Elle passa lentement la main dans les cheveux de son petit-fils, un geste familier qui le ramenait à son enfance, au jour où ses problèmes n'étaient que des écorchures aux genoux. « Tu sais que tu peux me dire la vérité, n'est-ce pas ?» Maxence inspira profondément, et puis, comme si un barrage intérieur cédait enfin, il raconta tout. Les rires, le mépris voilé de Monsieur Mercier, la honte qu'il avait ressentie en tenant sa vieille guitare devant tous ces instruments brillants et chers. « Il me regarde, mamie, et il pense déjà que je ne suis personne, » se lamenta-t-il, la voix étranglée. Comme si je n'avais même pas le droit d'essayer. Grand-mère Colette écouta en silence, sans l'interrompre, ses yeux fixés sur le visage de son petit-fils, absorbant chaque mot, chaque émotion.
Quand Maxence eut fini, elle prit son visage entre ses mains, ses paumes chaudes et rugueuses, et l'obligea à la regarder dans les yeux. « Mon enfant, dit-elle, la voix ferme, mais pleine d'une tendresse ancestrale. Ils regardent et ils voient ce qu'ils veulent voir. Mais ce que tu es vraiment, ça, personne ne peut l'effacer. » Elle se leva avec difficulté, chaque mouvement rappelant les douleurs que le temps impose, et se dirigea vers le coin du salon, où, sur une petite table en bois, reposait un vieux cadre photo. Elle prit le cadre et revint près de Maxence. C'était une photo décolorée, en ton sépia, d'un homme noir au large sourire, tenant la même vieille guitare qui appartenait maintenant à Maxence. « C'était ton grand-père, dit-elle avec un sourire triste, un souvenir doux amer. Il jouait dans les bars de la ville quand tous les endroits n'acceptaient pas des musiciens comme lui. Parfois, il jouait pour 5 personnes, parfois pour personne. Mais il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais laissé personne lui dire qu'il ne pouvait pas. » Maxence passa les doigts sur la surface froide du cadre, sentant la présence de son grand-père comme une force invisible, un héritage silencieux. Cette guitare a vu plus de batailles que n'importe quel de ses nouveaux instruments de l'école, continua grand-mère Colette, sa voix gagnant en force. Et chaque marque sur elle est une histoire de lutte, de résistance, d'espoir. Elle s'agenouilla, malgré les douleurs, et prit la main de Maxence. « Tu portes cette histoire avec toi, Maxence. Chaque fois que tu touches ces cordes, tu honores la mémoire de ton grand-père. Tu honores notre famille. Tu t'honores toi-même. » Les larmes vinrent avant que Maxence ne puisse les retenir, chaudes et libératrices. « Mais c'est difficile, mamie. »« Je sais que ça l'est, » dit-elle, le serrant fort dans ses bras, un port sûr. « Mais tu es plus fort que tu ne l'imagines. Et la plus belle des forces est celle qui n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. » Après le dîner, Maxence monta dans la petite chambre qu'il partageait avec 2 cousins. Tandis que les autres dormaient, bercés par le silence de la nuit, il prit sa guitare et s'assit au bord du lit. Les cordes étaient vieilles, désaccordées, le manche grinçait sous ses doigts. Mais quand Maxence ferma les yeux et laissa ses doigts glisser sur les notes, la magie opéra. Il jouait sans réfléchir, il jouait sa douleur, son espoir, son histoire. Cette nuit-là, sous la faible lumière d'une lampe cassée, Maxence se promit: « Je n'abandonnerai pas. Je leur montrerai qui je suis, même si c'est la dernière chose que je fais. » Et là, dans cette petite chambre, Maxence commença à préparer la musique qui allait changer sa vie. Une musique que personne ne pourrait ignorer. Une musique qui naissait des racines les plus profondes de son âme. Le soleil du lendemain matin semblait plus froid, ses couleurs pâles et distantes. Maxence franchit le portail de l'école comme quelqu'un qui portait un poids invisible sur ses épaules, l'écho des mots de Monsieur Mercier résonnant encore dans son esprit. Les voix dans les couloirs semblaient plus fortes que d'habitude, des rires résonnaient, des conversations sur le festival des talents, des paris sur qui serait la grande vedette de l'événement. Personne ne mentionnait son nom, et c'est peut-être pour cela que Maxence gardait les yeux fixés au sol, évitant tout regard, toute nouvelle humiliation. C'est alors qu'une voix timide, presque hésitante, brisa son isolement. « Maxence ? Attends. » Il se retourna lentement. C'était Corentin. Grand, maladroit, avec des cheveux bouclés tombant sur ses yeux et une expression nerveuse sur le visage. Corentin n'était pas du genre populaire, en fait, Maxence se souvenait l'avoir vu plusieurs fois aux répétitions, toujours silencieux, jouant du clavier dans un coin, sans attirer l'attention. « Je peux te parler ?» insista Corentin, regardant autour de lui comme s'il avait peur d'être vu, comme si la conversation elle-même était un acte de rébellion. Maxence hocha la tête, intrigué. Corentin s'approcha et baissa le ton de sa voix, presque un murmure conspirateur. « Je t'ai vu jouer hier. »« Enfin, je t'ai entendu », se corrigea-t-il rapidement. « Tu es vraiment bon. » Maxence haussa un sourcil, méfiant. « Ah, merci. Mais il semble que Monsieur Mercier ne pense pas la même chose. » Corentin esquissa un demi-sourire, une lueur de complicité dans ses yeux. Mercier ne voit que les paillettes. Les instruments chers, les beaux vêtements, ce genre de choses, dit-il avec un léger mépris, un écho de sa propre frustration. Mais moi et quelques amis, on va faire une présentation différente au festival. Maxence plissa les yeux, sa curiosité aiguisée. Différente comment ? Corentin s'approcha encore plus, parlant presque à voix basse, comme s'il révélait un secret d'État. Après les présentations principales. Quand tout le monde pensera que c'est fini. On montera sur scène. Sans permission. Sans approbation. Juste de la vraie musique.
Maxence sentit son cœur s'accélérer, un rythme nouveau et dangereux. « Et vous voulez que je... » « On veut que tu sois le guitariste principal, interrompit Corentin, avec une conviction inattendue, une étincelle d'audace que Maxence n'attendait pas. Maxence resta silencieux, absorbant ces mots, le poids de la proposition. « Mais si ça tourne mal ? Et s'il nous renvoie ?» Corentin haussa les épaules, souriant de côté, un sourire qui défiait le système. « Alors, au moins, on tombera debout, en faisant quelque chose en quoi on croit. Mieux que de passer sa vie à attendre que quelqu'un nous donne la permission d'être qui on est. » Maxence regarda la vieille guitare suspendue à son dos. Il regarda Corentin, la détermination dans ses yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit quelque chose s'apparentant à l'espoir. Ce n'était pas une chance officielle, pas une place aux répétitions principales, mais c'était une opportunité. Et les opportunités, il le savait, ne devaient pas être gâchées. « Où et quand ?» demanda-t-il, essayant de cacher le sourire qui menaçait d'éclore sur ses lèvres. Corentin lui sourit en retour, conspirateur. « Aujourd'hui, après les cours. Dans l'ancien hangar, derrière le gymnase. Juste nous et la musique. » Maxence hocha la tête tandis que Corentin s'éloignait, se mêlant de nouveau à la foule d'élèves. Maxence resta immobile un instant, contemplant l'horizon au-delà des fenêtres de l'école. Il savait que ce ne serait pas facile, il savait qu'il risquait beaucoup. Mais au fond, il savait aussi que c'était cela ou vivre le reste de sa vie à se demander « et si ?» Et Maxence Carter n'était plus le genre de garçon qui se contentait d'exister. Il voulait être entendu. Et il était prêt à se battre pour cela. Cet après-midi-là, tandis que la cloche du dernier cours résonnait dans les couloirs du lycée de la colline, Maxence se dirigea vers l'ancien hangar, emportant avec lui non seulement sa vieille guitare, mais aussi tout l'espoir, toute la douleur et tout le courage qu'il avait accumulé au cours de sa vie. Sans le savoir encore, il était à quelques pas de commencer à écrire le chapitre le plus important de son histoire. L'ancien hangar se trouvait derrière le gymnase principal du lycée de la colline, un angle mort, oublié des regards curieux et de la routine frénétique de l'école. C'était un vieux bâtiment, une carcasse de bois et de métal corrodé par le temps, avec des murs écaillés qui révélaient des couches d'histoire et d'abandon. Les fenêtres, recouvertes de planches, empêchaient la lumière d'entrer, et le toit, courbé et menaçant, semblait prêt à céder à chaque rafale de vent plus forte. Maxence s'arrêta devant la porte rouillée, hésita un instant, sentant le poids de la décision sur ses épaules, puis la poussa avec force. Le grincement fort résonna dans le vide, un son fantomatique qui se perdit dans les ombres. Mais il n'y avait personne pour se plaindre, personne pour juger. À l'intérieur, la faible lumière qui pénétrait par les fissures créait des faisceaux dorés dans l'air poussiéreux, dansant avec les particules en suspension. Et au centre de ce décor d'abandon, ils étaient là, Corentin, Fanny, Milan et Nicolas. 4 visages différents, chacun avec sa propre histoire, mais unis par la même expression d'attente, d'un espoir silencieux. Fanny, une fille à la peau foncée et aux cheveux crépus attachés en un chignon désordonné, tenait un microphone usé, ses mains fines et expressives. Milan, mince et introspectif, ajustait la basse avec soin, ses doigts longs et agiles. Nicolas, plus robuste, tapotait la batterie improvisée, un ensemble ingénieux fait de pièces empruntées et récupérées de l'entrepôt de l'école, chaque tambour étant une histoire de récupération. Corentin fut le premier à parler, un large sourire illuminant son visage. « Bienvenue dans notre monde, Maxence. » Maxence sourit timidement et s'approcha, retirant la guitare de son dos, sentant le poids familier de l'instrument. « C'est ici que la magie opère, » plaisanta-t-il, en regardant autour de lui, les murs sales et le sol en béton. « C'est ici que la magie naît, » corrigea Fanny, lui faisant un clin d'œil, ses yeux brillant d'une intensité que Maxence n'attendait pas. Il n'y avait pas de projecteur ici, ni d'équipement de pointe. Il n'y avait pas d'applaudissements garantis, ni la promesse de reconnaissance. Mais il y avait là quelque chose que Maxence n'avait pas ressenti depuis qu'il avait tenu sa première guitare, quelque chose que Monsieur Mercier ne comprendrait jamais, la liberté. La liberté d'être, de créer, d'exprimer. Ils commencèrent doucement, comme s'ils se rencontraient à travers la musique, chaque note un dialogue, chaque accord une révélation. Fanny lança une mélodie simple au microphone, une parole improvisée sur la résistance et les rêves, sa voix douce, mais chargée d'émotion. Milan entra dans le rythme avec sa basse, créant une basse solide et vibrante, les notes graves remplissant l'espace. Nicolas, même avec une batterie bancale, trouva un groove contagieux, un rythme qui invitait à la danse, à la libération. Maxence ferma les yeux et laissa ses doigts glisser sur les cordes usées de la vieille guitare.
Et puis, la magie opéra. C'était comme si tous les sentiments qu'il portait, la honte, la colère, l'espoir, la douleur de l'exclusion se transformaient en sons. Des notes brutes, intenses, pleines de vie, qui semblaient déchirer l'air poussiéreux du hangar. La guitare parlait plus que les mots ne pourraient jamais le faire, une voix qui n'appartenait qu'à lui, mais qui faisait l'écho à l'expérience de tant d'autres. Corentin arrêta de jouer un instant, juste pour regarder Maxence incrédule, les yeux écarquillés. « Ouah, Maxence, d'où est-ce que ça sort ?» Maxence haussa les épaules, un peu timide, un peu fier. « Je joue juste ce que je ressens. » Fanny sourit, émue, les yeux embués. « Alors on vient de trouver le cœur de notre performance. » Dans les heures qui suivirent, ils travaillèrent à la création d'une chanson unique, une fusion de soul, de rock et de blues, avec un rythme puissant et une mélodie entraînante. Chacun apporta quelque chose à la chanson, une partie de soi, une expérience, un rêve. Mais c'était la guitare de Maxence qui donnait une âme à tout cela, qui tissait les fils de l'émotion, qui transformait les sons en sentiments. Tandis qu'il jouait, il se sentait libre, comme si pour la première fois il n'avait pas besoin de s'excuser d'être qui il était, n'avait pas besoin de faire semblant, n'avait pas besoin de se cacher. Là, dans ce hangar oublié, entre des planches détachées et de la poussière, Maxence Carter trouva quelque chose que M. Mercier ne comprendrait jamais, la vraie musique. À la fin de la répétition, tous étaient en sueur, riant et remplis d'une énergie vibrante, un sentiment de but qu'il n'avait jamais éprouvé. Corentin regarda Maxence sérieusement, ses yeux fixés sur les siens. « Quand on montera sur cette scène, personne ne pourra nous ignorer. Pas même M. Mercier. » Maxence sourit. Pour la première fois, il croyait à ses mots. En rentrant chez lui ce soir-là, la guitare balançant sur son dos et le cœur battant au rythme de la musique qu'ils avaient créée, Maxence réalisa quelque chose d'important. Peut-être qu'il n'avait pas le meilleur instrument, peut-être qu'il n'avait pas le soutien des professeurs, peut-être qu'il n'avait pas la reconnaissance qu'il cherchait tant. Mais maintenant, il avait quelque chose de bien plus précieux, il avait une voix. Et il était sur le point de l'utiliser comme jamais auparavant. Le jour suivant se leva lourd. Le ciel, auparavant clair et bleu, était maintenant couvert de nuages gris, comme s'il reflétait ce que Maxence ressentait dans sa poitrine, un mélange d'appréhension et de détermination. La nouvelle d'une possible performance clandestine au festival avait commencé à circuler dans les couloirs du lycée de la colline. Des murmures nerveux, des regards méfiants et de petits groupes qui chuchotaient au coin de l'école. Maxence percevait que, même sans qu'il soit encore monté sur scène, il commençait déjà à déranger. La simple idée d'un défi à l'ordre établi suffisait à agiter les eaux. Pendant la récréation, alors qu'il rangeait son goûter dans son sac à dos, une ombre se projeta sur lui. C'était M. Mercier. Le professeur de musique le regardait avec un sourire froid, presque paternel, mais qui pour Maxence semblait être un avertissement masqué, une menace voilée. « Pouvons-nous parler, Monsieur Carter ?» dit-il sur un ton qui ne sonnait pas comme une demande, mais comme un ordre déguisé. Maxence hocha la tête, l'estomac noué. Monsieur Mercier le conduisit dans une salle vide, ferma la porte calmement et s'appuya sur le bureau, les bras croisés. Pendant quelques secondes, il se contenta de regarder Maxence, comme s'il le mesurait, comme s'il tentait de déchiffrer chaque fibre du garçon. « J'ai entendu des rumeurs, » commença-t-il lentement, sa voix basse, mais chargée d'autorité. Des rumeurs concernant une présentation non autorisée. Maxence garda le regard ferme, mais ses mains tremblaient discrètement, cachées dans ses poches. « Vous savez, » continua M. Mercier, ajustant sa montre à son poignet, un geste de pouvoir. « Le Festival des Talents est une tradition d'excellence, d'ordre. Ce n'est pas une scène pour des improvisations de quartier. » Maxence resta silencieux, son esprit travaillant vite, essayant d'anticiper le prochain mouvement du professeur. Monsieur Mercier sourit de côté, percevant la résistance. « Je comprends, Maxence. Vous avez des rêves. Tout le monde en a. Mais les rêves ont besoin de limites, de discipline et, surtout, de permission. » Il fit un pas en avant, diminuant la distance entre eux, sa présence imposante. Si quelqu'un tente de manquer de respect aux règles de cet événement, cela pourrait nuire non seulement à sa réputation, mais aussi à ses futures opportunités. Maxence sentit le coup invisible. C'était une menace élégante, déguisée en conseil, un avertissement que le système avait ses propres façons de riposter. « Je vous ai entendu jouer, » ajouta M. Mercier, feignant un ton gentil, presque condescendant. « Et, honnêtement, vous êtes travailleur. Mais parfois, l'effort ne suffit pas. Parfois,
reconnaître nos limites est le signe de maturité qui nous mène loin. Les mots étaient polis, mais le venin était clair, connaissez votre place. Ne rêvez pas trop grand. Maxence serra les poings, la colère bouillonnant, mais garda sa voix calme, contrôlée. Merci pour le conseil, monsieur. J'y réfléchirai. Monsieur Mercier sourit, satisfait, comme s'il avait gagné, comme si son autorité avait été réaffirmée. Excellent. Je savais que vous étiez intelligent. D'un geste condescendant, le professeur quitta la pièce, laissant Maxence seul. Pendant quelques minutes, le garçon restait immobile, sentant son cœur battre fort dans sa poitrine, un tambour de défi. Il savait ce qui était en jeu, il savait que monsieur Mercier était respecté, influent, capable de fermer des portes d'un simple mot. Mais il savait aussi autre chose, s'il baissait la tête maintenant, s'il abandonnait avant même d'essayer, il trahirait tout ce qu'il y avait en lui. Et, surtout, il trahirait la promesse qu'il avait faite à sa grand-mère et à lui-même. Cet après-midi-là, Maxence réunit le groupe dans l'ancien hangar et raconta tout ce qui s'était passé. Corentin devint rouge de colère. « Il ne peut pas faire ça », s'exclama-t-il. « Il ne peut pas nous menacer juste parce qu'il a peur de nous. » Fanny croisa les bras, pensive. « Bien sûr qu'il le peut. Et il va essayer. Mais la question est, allons-nous le laisser faire ?» Milan, qui était toujours le plus silencieux, parla pour la première fois, sa voix basse, mais ferme. Si on abandonne maintenant, il gagne. Il y eut un lourd silence, chargé de tension et de décision. Maxence regarda ses compagnons, les visages qui étaient devenus sa nouvelle famille, et à ce moment-là, il décida. Et nous allons jouer. Avec ou sans peur. Et nous allons faire en sorte que ça en vaille la peine. Tous acquiescèrent, une vague de détermination balayant le groupe. Cette nuit-là, la répétition fut différente. Plus intense, plus urgente. Chaque battement de la batterie de Nicolas était comme un coup de poing dans la poitrine, chaque note de la basse de Milan était un pas de résistance. La voix de Fanny déchirait l'air comme une lame de courage, et la guitare de Maxence, cette vieille guitare maltraitée par le temps, méprisée par tant d'autres, jouait comme si elle portait toutes les douleurs et les rêves du monde. Ils étaient prêts. Le festival approchait, et le son de la rébellion était plus fort que jamais. Les heures suivantes parurent plus longues que n'importe quel coup ennuyeux que Maxence avait jamais eu dans sa vie. Chaque minute s'étirait comme si l'univers retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer. Il ne restait que 2 jours avant le Festival des Talents, et Maxence savait que c'était maintenant ou jamais. La menace de monsieur Mercier planait dans l'air, mais la détermination du groupe était un bouclier contre la peur. Après l'école, il courut directement à l'ancien hangar, le cœur battant à un rythme accéléré. Il trouva Corentin, Fanny, Milan et Nicolas déjà en train d'accorder leurs instruments, l'ambiance différente ce jour-là. Plus tendue, plus concentrée. Tous savaient que ce qu'ils étaient sur le point de faire n'était pas seulement une présentation, c'était un défi. Un défi aux règles, aux préjugés, à l'idée que seuls ceux qui correspondaient à certains standards méritaient d'être entendus. Corentin fut le premier à parler, sa voix un peu rauque à cause de l'anxiété. Aujourd'hui, c'est la dernière répétition. Si on se trompe maintenant, on se trompera sur scène. Fanny inspira profondément et ajusta le microphone, ses yeux fixés sur Maxence. On va donner tout ce qu'on a. Maxence sortit la guitare de son étui, passa la main sur les cordes usées, sentant l'énergie monter dans ses bras. Il ferma les yeux un instant, se souvenant des paroles de sa grand-mère, « Joue ce qui vient du cœur, Maxence. Laisse-les entendre qui tu es vraiment. » Quand il ouvrit les yeux, il était prêt. Ils commencèrent à jouer. Le son était différent de tout ce qu'ils avaient jamais fait. Il n'y avait pas de peur, pas d'hésitation. Chacun d'eux mettait son âme dans la musique, et ensemble ils créèrent quelque chose de plus grand qu'eux individuellement. Le rythme de Nicolas était ferme et pulsant, un cœur qui guidait la mélodie. La basse de Milan tenait le sol comme des racines profondes, donnant de la solidité à la chanson. La voix de Fanny déchirait l'air, pleine d'émotion et de rage contenue, une lame tranchante de vérité. Et Maxence. Maxence faisait parler la guitare. Les notes vibraient dans l'espace confiné du hangar, résonnant sur les vieux murs brisés, remplissant chaque fissure de vie. La musique semblait vivante, comme si elle avait une volonté propre, comme si elle exigeait d'être entendue. À la fin de la répétition, il y eut un silence. Tous se regardèrent, sans mots, mais avec une compréhension mutuelle. Ils savaient. Ils étaient prêts. On va tout déchirer, dit Corentin, avec un sourire nerveux, mais plein de conviction.
Quoi qu'il arrive, compléta Fanny, les yeux brillants. Maxence serra les cordes de la guitare, sentant le poids de la responsabilité et de la liberté. Cette nuit-là, en rentrant chez lui sous le ciel étoilé, Maxence pensa à tout ce qu'il avait vécu jusqu'alors. Chaque humiliation, chaque rire étouffé, chaque « non » qu'il avait entendu. Tout cela l'avait mené à ce moment. Grand-mère Colette l'attendait sur le perron quand il arriva. Elle sourit en le voyant et ouvrit les bras. Maxence courut vers elle et, sans rien dire, la serra fort dans ses bras. Elle ne demanda pas comment s'était passée la répétition, elle savait. Son étreinte était la réponse, le port sûr dont il avait besoin. Le lendemain, Maxence décida de manquer les cours. Il ne voulait pas gaspiller d'énergie avec des examens et des devoirs, il devait se concentrer. Il resta dans sa chambre toute la journée, avec la guitare sur les genoux, laissant ses doigts glisser sur les cordes, créant de petits riffs, testant des mélodies, se connectant profondément avec son instrument. C'était comme s'il se préparait non seulement à jouer, mais à se battre. Le soir, il alla à la cuisine, où grand-mère Colette préparait une tisane de camomille. Il s'assit à table, silencieux. Elle lui posa une tasse devant et, avec ce regard qui semblait voir l'âme, dit « Souviens-toi, tu n'as rien à leur prouver. Tu as juste à te prouver à toi-même que tu en es capable. » Maxence sourit. « Merci, mamie. Pour tout. Je n'ai rien fait, non enfant. C'est toi qui vas faire l'histoire. » Et Maxence y crut. Cette nuit-là, il dormit avec la guitare appuyée contre le lit, comme une extension de son propre corps. Quand il ferma les yeux, il rêva de scènes illuminées, d'applaudissements sincères, de musique qui arrêtait le monde pour écouter. Et il se réveilla le lendemain, prêt à transformer ce rêve en réalité. Le festival du lycée de la colline était à quelques heures, et Maxence Carter était prêt à laisser sa marque. Le gymnase du lycée de la colline semblait être un autre endroit cet après-midi-là. Les gradins, habituellement vides et sans vie, étaient maintenant bondés d'élèves, de parents, de professeurs et même de visiteurs de la communauté locale de Montreuil. Des drapeaux colorés ornaient le plafond, et une grande banderole sur laquelle était écrit « Festival des talents lycée de la colline » flottait avec la brise qui entrait par les fenêtres ouvertes. Maxence, debout près de la scène, tenait fermement sa vieille guitare. Son poids semblait différent aujourd'hui, à la fois plus léger et plus significatif. À ses côtés, Corentin, Fanny, Milan et Nicolas échangeaient des regards tendus, mais il y avait une étincelle de détermination dans leurs yeux. Le plan était clair, ils attendraient la fin de toutes les présentations formelles et, au moment de la clôture, avant que M. Mercier ne puisse terminer l'événement, ils monteraient sur scène. C'était un risque énorme, mais tous étaient prêts à le prendre. M. Mercier, impeccablement vêtu, coordonnait les coulisses d'une main de fer. À chaque élève qui montait sur scène, il souriait fièrement, comme si c'était lui-même qui se produisait. Des présentations impeccables, froides, prévisibles. Des solos de violon techniques, des groupes de danse en costumes brillants, des groupes de reprises de pop avec des instruments flambant neufs. Maxence observait tout en silence, sentant la différence abyssale entre cela et ce que son groupe avait créé. Tandis que le son résonnait fort dans le gymnase, Maxence détourna le regard et aperçut grand-mère Colette assise au premier rang. Elle tenait un mouchoir à la main, le regard attentif, un petit sourire d'encouragement sur le visage. Voir sa grand-mère la donna à Maxence la dose supplémentaire de courage dont il avait besoin. Le temps semblait à la fois filer et s'étirer. Finalement, après que le dernier groupe préféré de M. Mercier eut terminé son numéro, le professeur prit le microphone. « Je voudrais remercier tout le monde pour leur participation. Le talent que nous avons vu aujourd'hui représente ce que notre école a de mieux à offrir. » Il fit une pause dramatique. Et maintenant, pour clore officiellement le festival. C'était le moment. Corentin lança un regard rapide à Maxence. Maxence hocha la tête. Soudain, sans prévenir, Corentin prit le deuxième microphone et l'interrompit, sa voix résonnant dans le gymnase. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, il manque encore une présentation. » Un murmure parcourut l'auditoire. Monsieur Mercier se figea sur scène, incapable de réagir immédiatement. Avant qu'il ne puisse l'empêcher, Fanny était déjà montée sur scène, sa présence magnétique. Milan connectait la basse à l'amplificateur improvisé, et Nicolas ajustait la batterie. Maxence, la guitare fermement en main, marcha jusqu'au centre de la scène. Le public murmurait de curiosité. Certains chuchotaient, d'autres riaient, pensant que c'était une sorte de blague. Monsieur Mercier, rouge de colère,
s'approcha, mais Corentin lui bloqua le passage avec le clavier, comme pour dire sans mots, pas aujourd'hui. Fanny prit le microphone, ses yeux balayant la foule. Ceci est pour tous ceux qui ont été ignorés. Pour tous ceux qui ont été traités de fous, de rêveurs. Pour tous ceux qui n'ont jamais eu leur chance. Elle regarda Maxence, qui posa sa main sur les cordes. Ceci est pour vous. Maxence ferma les yeux, inspira profondément et joua la première note. Un son pur, déchirant, plein d'âme, emplit le gymnase. Le public qui avait commencé à rire se tut soudainement. Ce n'était pas ce qu'ils attendaient. C'était bien mieux. Corentin entra avec les accords du clavier, Nicolas battit le rythme de la batterie, Milan soutint la ligne de basse, et Fanny libéra sa voix. L'ancien hangar, les répétitions en sueur, les nuits de doute, tout était là, dans chaque note. Le public était hypnotisé. Les parents qui avaient applaudi poliment les présentations formelles battaient maintenant des mains au rythme de la musique. Les élèves qui n'avaient jamais regardé Maxence souriaient maintenant, dansaient, tapaient du pied au sol. Monsieur Mercier, impuissant, ne pouvait que regarder, car à ce moment-là, Maxence et son groupe ne demandaient pas la permission. Il devenait le festival. Maxence, avec sa vieille guitare à la main, était le centre de l'attention, et chaque accord qui sortait des cordes usées semblait crier « J'existe. J'ai de la valeur. Je suis de la vraie musique. » À la fin de la chanson, il y eut un instant de silence absolu. Et puis, une explosion d'applaudissements, comme le gymnase n'en avait jamais entendu. Maxence, en sueur, les doigts endoloris, regarda grand-mère Colette. Elle était debout, applaudissant les larmes aux yeux. Maxence sourit. Il était arrivé là, et personne, pas même Monsieur Mercier, ne pouvait plus l'ignorer. Le son des applaudissements résonnait encore dans le gymnase, une vague sonore qui semblait ne jamais finir, tandis que Maxence abaissait sa guitare. La scène, auparavant un lieu d'humiliation, semblait maintenant trembler de tant d'énergie, vibrant de l'intensité de ce moment. Le public, toujours debout, n'arrêtait pas d'applaudir et de crier des mots d'encouragement, une cacophonie d'approbation que Maxence n'aurait jamais imaginé entendre. Il regarda ses amis Corentin, Fanny, Milan et Nicolas et vit dans leurs yeux le reflet de la même émotion qu'ils ressentaient, fierté, gratitude, liberté. Ils avaient gagné. Non pas pour l'approbation de quelqu'un, non pas pour des prix ou des médailles, mais parce que, pour la première fois, ils s'étaient présentés sans masque, sans s'excuser d'être qui ils étaient. Quand Maxence descendit de scène, il fut immédiatement entouré par des élèves qui, jusqu'alors, l'ignoraient. Beaucoup lui serraient la main, d'autres lui tapotaient le dos, leur visage illuminé par une admiration nouvellement découverte. « Incroyable, Maxence, tu es génial, comment ça se fait que je ne t'ai jamais entendu jouer avant, tu as sauvé le festival, mec. » Maxence, encore un peu étourdi par l'avalanche de reconnaissance, souriait et remerciait, ne sachant trop quoi dire face à tant d'euphorie. Au milieu de cette joyeuse confusion, une figure différente s'approcha. C'était le directeur de l'école, directeur Duval, un homme aux cheveux blancs et aux petites lunettes, connu pour être sérieux et rigoureux. Il monta sur la scène improvisée et demanda le silence, levant la main. Tout le gymnase obéit, le brouhaha diminuant jusqu'à devenir un murmure. « Je voudrais dire quelques mots », commença le directeur, d'une voix ferme qui résonna dans l'espace. Il regarda Maxence et les autres jeunes musiciens, ses yeux transmettant une profondeur que Maxence n'avait jamais remarquée auparavant. Aujourd'hui, nous avons eu le privilège de témoigner de quelque chose de rare. Quelque chose qui ne s'enseigne pas avec des partitions, ne s'achète pas dans les magasins. Quelque chose qui naît de l'âme. Il marqua une pause, regardant Monsieur Mercier, qui était dans un coin du gymnase, tendu et visiblement embarrassé. Ce que ces jeunes ont fait ce soir n'était pas seulement de la musique. C'était de l'art. C'était du courage. C'était la vérité. De nouveaux applaudissements éclatèrent, encore plus forts qu'avant. Le directeur se tourna alors directement vers Maxence, ses yeux fixés sur ceux du garçon. « Maxence Carter, vous avez un talent qui ne peut être ignoré et qui doit être cultivé. » À partir de là, tout se déroula très vite. Le directeur annonça que, à partir de cette nuit, Maxence recevrait une lettre de recommandation spéciale pour des programmes de bourse dans des écoles de musique à Paris ou dans de grands conservatoires. Une opportunité qui changerait son avenir pour toujours, un portail vers un monde qu'il n'osait que rêver. Monsieur Mercier tenta encore d'esquisser une réaction. Il s'approcha de Maxence, forçant un sourire amer, un masque de fausse cordialité. « Félicitations, Maxence. Je dois avouer que je vous ai sous-estimé.
Maxence regarda le professeur dans les yeux. Il y vit l'orgueil blessé, le masque de celui qui avait construit sa carrière en excluant les talents qui ne correspondaient pas à ses attentes. Maxence aurait pu lui serrer la main, il aurait pu accepter le compliment tardif, savourant la vengeance. Mais il n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, il esquissa un sourire tranquille, authentique, et se dirigea vers ses amis et sa grand-mère, qui l'attendaient les bras ouverts. Grand-mère Colette le serra si fort dans ses bras que Maxence crut qu'il allait s'étouffer. « Je t'avais dit que tu allais marquer l'histoire, mon enfant, » murmura-t-elle, émue, les larmes coulant sur son visage ridé. Maxence rit, sentant ses propres larmes menacées de tomber. Cette nuit-là, tandis qu'il rentrait chez lui sous le ciel étoilé, avec la vieille guitare sur le dos et l'avenir grand ouvert devant lui, Maxence sut une fois pour toutes, ce n'était pas l'éclat des instruments neufs, ce n'était pas les applaudissements faciles, ce n'était pas l'approbation des professeurs ou des directeurs. C'était le son de son âme résonnant plus fort que n'importe quel obstacle. Et ce son, personne ne pourrait jamais le faire taire. Les jours qui suivirent le festival des talents furent comme un rêve étrange pour Maxence. Soudain, le garçon invisible à la vieille guitare était devenu le centre d'attention du lycée de la colline. Là où il marchait auparavant le regard baissé pour éviter les moqueries, il marchait maintenant d'un pas ferme, la tête haute. Les gens le saluaient dans les couloirs, certains s'arrêtaient même pour lui demander des conseils musicaux. Des professeurs qui n'avaient jamais même retenu son nom lui souriaient maintenant comme de vieilles connaissances. Mais Maxence savait que ce qui avait changé, ce n'était pas lui, c'était la façon dont le monde le voyait. Et la guitare, la vieille compagne, était maintenant traitée comme un trophée. Là où on voyait auparavant un instrument usé et dépassé, on voyait maintenant une extension du talent et de l'âme de Maxence. Un vendredi après-midi, Maxence fut appelé dans le bureau du directeur. Le directeur Duval le reçut avec un sourire chaleureux. « Maxence, dit-il, en lui tendant une enveloppe. Voici votre lettre de recommandation. J'ai parlé à quelques collègues dans des universités de musique et beaucoup veulent vous rencontrer. » Maxence ouvrit l'enveloppe avec précaution, le cœur battant la chamade. C'était réel. Les mots formels parlaient de talent exceptionnel, de courage, d'un esprit artistique rare. Ce n'était pas seulement un morceau de papier, c'était une porte ouverte. En sortant du bureau, Maxence trouva ses amis Corentin, Fanny, Milan et Nicolas qui l'attendaient dehors. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda Corentin, anxieux. Maxence se contenta de lever la lettre en l'air, souriant. Ses amis l'étreignirent dans un joyeux brouhaha, comme s'ils avaient tous gagné ensemble. Parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. Cet après-midi-là, ils retournèrent à l'ancien hangar. Mais cette fois, pas pour répéter. Ils y allèrent juste pour s'asseoir sur la vieille scène improvisée, se remémorer chaque instant, chaque note, chaque seconde de la présentation qui avait tout changé. Maxence passa la main sur les cordes de la guitare, maintenant encore plus usées, et joua un petit riff. Quelque chose de doux, mélancolique et plein de gratitude. On devrait monter un vrai groupe, plaisanta Nicolas. Tous rirent. Qui sait, répondit Fanny. Le monde est grand, et maintenant on sait qu'on peut y arriver. Maxence regarda ses amis, le hangar délabré, le ciel qui commençait à se teinter d'orange. Et il sut que, peu importe où la vie le mènerait, il n'oublierait jamais cet endroit, jamais cette lutte, jamais que la vraie victoire n'était pas d'être applaudi, c'était d'être fidèle à soi-même. Quelques semaines plus tard, Maxence reçut la réponse d'une école de musique à Paris, une bourse partielle avec possibilité de prolongation complète après le premier semestre. C'était plus qu'il n'avait jamais osé rêver. Le soir où il reçut la nouvelle, lui et grand-mère Colette s'assirent sur le balcon de leur maison à Montreuil, comme il le faisait quand il était enfant. Elle lui tint la main et dit, « Souviens-toi, mon enfant, où que tu ailles, emporte ta musique avec toi. Ne laisse jamais personne te dire qui tu es. » Maxence regarda les étoiles et sourit. Le monde était grand, mais maintenant il savait qu'il était aussi assez fort pour le conquérir. Et la vieille guitare, la compagne de toutes les batailles, le suivrait pour lui rappeler d'où il venait et de quoi il était capable. Le temps passa. Maxence Carter grandit. De la petite maison de Montreuil aux plus grandes scènes, de la vieille guitare héritée de son grand-père aux nouvelles compositions qui touchaient des cœurs inconnus. Maxence n'oublia jamais d'où il venait et, surtout, n'oublia jamais ce qu'il avait propulsé, la volonté d'être entendu, d'être vu non par les apparences, mais par la vérité qu'il portait dans son âme. Cette présentation au Festival des talents du lycée de la colline était devenue une légende locale.
Les nouveaux élèves entendaient encore des histoires sur le garçon à la vieille guitare qui avait fait taire tout le gymnase. Et pour Maxence, ce souvenir n'était pas un trophée, c'était un rappel quotidien que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, c'est d'agir même avec la peur. Quelques années plus tard, faisant déjà ses premiers pas sur la scène musicale de Paris, Maxence fut invité à revenir au lycée de la Colline en tant que conférencier invité. Il monta sur la même scène qui lui avait un jour été refusée, cette fois son nom annoncé avec fierté, cette fois des yeux brillants d'admiration tournés vers lui. Mais en entrant dans le gymnase, Maxence ne portait pas une guitare neuve, étincelante. Non. Il portait la même vieille guitare. Chaque rayure, chaque marque, chaque histoire était encore là, vivante. Pendant son discours, Maxence raconta son parcours. Il parla du préjugé, des moqueries, de la peur de ne pas être suffisant. Et il conclut, quand on m'a dit que je n'étais pas assez bon, je n'ai pas lutté en essayant de leur prouver. J'ai lutté pour me le prouver à moi-même. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Des applaudissements sincères remplirent le gymnase. À la fin, Maxence prit la guitare et joua la même musique qui avait transformé son destin des années auparavant. Les notes flottèrent dans l'air, pleines d'histoire, de douleur, de victoire. Et en terminant, une vague d'applaudissements s'éleva, mais surtout, il y eut un beau silence, respectueux, plein de révérence. Maxence savait que la vie continuerait à présenter des défis. De nouvelles scènes, de nouvelles luttes, de nouveaux préjugés à affronter. Mais maintenant, il n'était plus le garçon qui doutait de lui-même. Maintenant, il était la musique elle-même. Et ce son, le son de la résistance, de la vérité, de l'âme, ce son ne s'éteindrait jamais. Si cette histoire vous a touché, partagez cette vidéo, laissez votre commentaire et identifiez ici quelqu'un qui a besoin de croire davantage en soi. Rappelez-vous, chaque histoire de dépassement inspire des centaines d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires qui émeuvent, inspirent et montrent que rien n'est impossible pour ceux qui n'abandonnent pas. Et n'oubliez pas, votre place est où vous voulez être, ne laissez jamais personne vous dire le contraire.